Sur le rail, cette fois, un constat amer pour les navetteurs. La ponctualité des trains laisse de plus en plus à désirer. Loïc Parmentier, bonsoir. Bonsoir Michel. Les tout derniers chiffres d'Infrabel, le gestionnaire du réseau, sont les pires chiffres, les plus mauvais des 15 dernières années. Ouais, le train entrée voie 4 aura un retard probable. Vous avez été très nombreux à entendre ce type d'annonce l'année dernière. Et pour cause, on va tout de suite regarder le chiffre des trains qui étaient à l'heure en 2013. Regardez. 85,6%, ce qui signifie qu'en matière de retard, eh bien, c'est la pire année depuis 1998. Attention, à la SNCB, on considère qu'un train est à l'heure quand il a au maximum 6 minutes de retard. Alors, on va découvrir maintenant le top 3 des pires lignes en Belgique. Il y a d'abord Herstal Tournai, 28,8% de retard, près d'un train sur 3. Ensuite, Ostende Eupen, 26,3% de retard. Enfin, la ligne Knock Hasselt, 24,6%, près d'un train sur 4. Bien sûr, il y a des causes à tout cela qui ne sont pas uniques. Il y a d'abord, eh bien, vous allez le voir, les trains trop vétustes, manque d'investissement. Il y a eu aussi beaucoup plus de trains sur le réseau ferroviaire ces dernières années. Cela pose problème pour le retard. Les voyageurs, ça peut paraître étonnant, et pourtant, 150% de voyageurs en plus l'année sur une période de 15 ans. Ça prend plus de temps pour monter, pour descendre du train. Ça provoque des retards. On peut également parler des travaux sur le réseau ferroviaire. Vous imaginez bien la conséquence. Et enfin, il y a les imprévus. La neige ou par exemple le vol de câbles dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, voire ces dernières années. Merci à vous Loïc pour vos explications. Les usagers des chemins de fer lésés par ces retards ont depuis 2007 l'occasion de se faire indemniser. Concrètement, ce système est-il connu et utilisé par les voyageurs? On voit cela avec Emiliano Bonfili et Catalina Jacob. L'heure de pointe, cet après-midi à la gare de Schumann. Et 16 minutes de retard pour ce train. Une durée assez importante. Les navetteurs vont-ils dès lors introduire une demande de compensation? J'ai été une fois faire la démarche sur le site, mais c'est tellement compliqué que je me suis arrêté là. Voilà. Ah oui, si on voudrait décourager les gens, on peut difficilement faire mieux. Je n'ai jamais rempli ce genre de formulaire, je sais que ça existe. Mais je ne prends pas la peine parce que c'est très très laborieux à faire tous les jours. Il faut comptabiliser le nombre de minutes et s'amuser à faire tout ça. Pourquoi? Pour avoir simplement un billet en première classe pour repartir en train. Ça n'a aucun intérêt, donc voilà. Concrètement, comment cela fonctionne-t-il? Le navetteur doit en fait tenir un carnet de bord des retards. 20 retards de 15 minutes donnent droit à une compensation financière de 25% de ses trajets. 10 retards de 30 minutes, 50%, et si un retard atteint 60 minutes, le trajet est remboursé intégralement. Le système de compensation qui a été prévu maintenant est, selon TestAchat, assez compliqué. Il faut comptabiliser plusieurs retards avec une durée minimale. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps, l'occasion de procéder à toute cette comptabilité et qui préfèrent se dire tant pis, c'est arrivé et on ne se fera pas rembourser. La SNCB se défend. Le système des compensations exige de la précision. En 2012, 80 500 demandes lui ont été adressées. Cela lui a coûté un peu plus d'1 300 000 €. Dans le domaine aérien, maintenant, la compagnie à bas prix Ryanair présente aujourd'hui ses 10 nouvelles lignes au départ de l'aéroport de Bruxelles. La compagnie affirme sa bonne santé au moment où, comme le souligne la Libre Belgique, elle est visée par une enquête européenne sur le travail non déclaré et l'emploi de faux indépendants. Reportage Quentin Quepens et Patrick Lejuste. Sourire aux lèvres, Michael O'Leary annonce une bonne nouvelle, 10 destinations supplémentaires vers le sud à partir de Bruxelles-Zaventem, en plus des vols déjà proposés de Charleroi. Si le géant low cost s'impose de plus en plus sur le marché belge, il est pourtant le mouton noir du syndicat européen pour l'aviation civile, qu'il accuse de contourner les lois en utilisant de faux indépendants. La Commission européenne est au courant que, comme beaucoup d'autres compagnies, nous avons une proportion de pilotes qui sont employés et d'autres indépendants. Cette proportion pose pourtant question. D'après les syndicats, si 28% des pilotes sont employés dans la société, 72% sont engagés comme de faux indépendants. Il y a une campagne menée par quelques syndicats de pilotes qui tentent de changer la manière dont nous employons les pilotes. Je crois que, comme dans beaucoup d'enquêtes, cette campagne est basée sur un manque d'informations et de fausses plaintes.
Lorsqu'il réussit les tests de sélection, le pilote doit se constituer une société comptable en Irlande. Cette société, dont il est l'unique patron et l'unique employé, est ensuite contractée par un intermédiaire anglais chargé de fournir des pilotes à Ryanair. Le pilote peut donc travailler et résider à Charleroi ou Bruxelles sans payer de taxes sociales ni d'impôts en Belgique. Avec ce statut d'indépendant qui n'en est pas vraiment un ici en Belgique pour les pilotes Ryanair, les problèmes sont au niveau de qu'est-ce qu'on doit payer au niveau de la sécurité sociale, vu qu'on n'a pas de revenus ici en Belgique. Et tout ce qui est assurance complémentaire, on n'y a pas de droit parce que les assurances sont frileuses par rapport à ça, vu que notre statut est tout à fait fou. Ryanair, mais aussi Wizz Air ou Norwegian Air seront interrogés le mois prochain par des spécialistes européens du droit social. L'enquête visera la légalité ou non de ces faux indépendants engagés au sein des compagnies aériennes à tarif réduit. Et demain, dès 12h30, RTL Plus reviendra sur la réalité des vols à bas prix. Vos questions et réactions sont attendues via rtlinfo.be. L'inquiétude pour l'emploi au sein de la cimenterie CBR d'Armigny, en région montoise. 2 unités de l'usine vont être fermées. 97 emplois sont menacés. Ludovic Delory, Dominique Sokolowski. Cela fait plus de 100 ans que l'on exploite ici les carrières de craie. Mais dans quelques mois, le four de l'usine CBR devrait s'éteindre. Lors d'un conseil d'entreprise ce matin, la direction a fait savoir au personnel qu'elle avait l'intention de fermer. Nous ne voyons plus aujourd'hui de possibilités d'amélioration dans le futur. Donc nous allons regarder maintenant, est-ce qu'il y a d'autres activités qui pourraient se développer là-bas. C'est encore trop tôt, mais nous sommes ouverts et nous voulons vraiment, ensemble avec les représentants du personnel, analyser toutes les possibilités. L'unité de ciment blanc était en perte depuis plusieurs années. Parmi ses 3 principaux handicaps, une localisation en pleine campagne, loin des voies navigables et des lignes de chemin de fer, des coûts fixes tirés vers le haut en raison de la petite taille de l'usine, enfin une concurrence accrue et des tensions sur les prix. L'annonce brutale n'a pas vraiment surpris le personnel. 97 personnes travaillent sur le site. C'est accueilli comme... pas comme une fatalité, oui, mais comme une résignation, parce que les gens savaient très bien qu'à un moment donné, ce n'était plus vivable. Nous, notre objectif à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de casse sociale possible, que notre objectif numéro 1, c'est de reclasser tout le monde, ou via des prépensions, via des reclassements sur des autres sites. Dans le même temps, CBR annonce qu'elle rachète Espabel, une cimenterie de la région gantoise jugée plus compétitive. Il n'y a pas de problème lié à la voie humide, aux émissions de CO2, à la consommation énergétique. Et enfin, l'usine est mieux localisée. La phase d'information débutera dans les prochains jours. Si l'annonce se confirme, la cimenterie pourrait fermer ses portes à la mi-2014. Dans l'actualité politique, les députés du Parlement wallon adoptent en ce moment même le décret Qualiwatt. Ce décret balise les nouvelles aides publiques à l'installation de panneaux photovoltaïques. Un marché qui a souffert des changements et qui semble quelque peu relever la tête en ce moment. Le point avec Christophe Clément et Alain Ougardi. Comme ses concurrents, cette société a vu son chiffre d'affaires divisé par 2 en quelques mois. Aujourd'hui, on travaille en flux tendu au niveau du stock et hier, l'entrepôt était rempli de containers. Hier, c'était en mars 2013, quand le gouvernement wallon a décidé de supprimer les certificats verts pour les futures installations photovoltaïques. Isolation, pompe à chaleur, l'entreprise qui emploie 9 personnes a dû se diversifier pour survivre. Depuis mars 2013, les carnets de commandes ont été réduits à néant et maintenant on commence à ressentir une petite augmentation, une petite hausse au niveau des demandes. Une reprise probablement encouragée par Qualiwatt, le nouveau mécanisme de soutien au photovoltaïque. Une prime comprise entre 500 et 600 € par an est désormais octroyée durant 5 ans pour une installation de 3 kW. À mon niveau, les premiers frémissements, c'est de voir les gens qui reprennent contact, qui reviennent sur notre site internet, qui reformulent des demandes et les carnets de commandes qui commencent tout doucement à se refaire. Grâce à la nouvelle prime, l'installation est remboursée en 8 ans. Elle offre un retour sur investissement de 5% pendant toute la durée de vie des panneaux photovoltaïques. Ça reste quelque chose de tout à fait correct, supérieur à ce qu'on peut obtenir sur un marché financier, on va dire, enfin classique pour un ménage. Et voilà, donc le passé était trop élevé certainement, donc maintenant on arrive à des rendements tout à fait classiques et corrects.
Le mécanisme, qui doit être voté ce soir par le Parlement wallon, est déjà appliqué depuis le 1er janvier. Mais c'est au 1er mars qu'il sera pleinement opérationnel. À propos d'énergie, toujours, le diesel coûtera plus cher dès demain. Augmentation de 1,6 centimes au litre. Même tendance à la hausse pour le gasoil de chauffage. À Bruxelles, le FDF présente un candidat d'ouverture en vue des élections du 25 mai prochain. Dominique Armel, qui fut membre de l'ex-PSC et fils de l'ancien ministre Pierre Armel, se présentera sur les listes FDF au scrutin régional comme candidat indépendant. À propos des finances publiques, la dette de la Belgique atteint un peu plus de 370 milliards d'euros. Elle est donc maintenue sous la barre des 100% du produit intérieur brut, dans les limites imposées par l'Union européenne, comme nous l'expliquent Frédéric Delfosse et Emmanuel Talarico. C'est une obsession pour chaque ministre des Finances, maîtriser la dette et tout faire pour qu'elle ne dépasse pas le cap symbolique des 100% du PIB, c'est-à-dire de l'ensemble des richesses produites en un an dans notre pays. Au 31 décembre dernier, le compteur s'est donc arrêté sur 99,77%. Traduction en chiffres pour les citoyens, la dette de la Belgique s'élève à 371 milliards 700 millions d'euros. Et il faudra encore absolument réduire ce montant. Nous devons à terme, dans 20 ans, être à 60%. À partir de maintenant, on va devoir faire 2% de moins par an. Et donc, fin 2014, ça sera 98, fin 2015, ça sera 96. Donc, il vaut mieux commencer dès à maintenant. Voici notre dette en 2008, avant la crise bancaire et financière. Et puis, patatras, il a fallu recapitaliser les banques et encaisser le ralentissement de l'économie. Moins grave qu'il y a 20 ans, mais tous les efforts effectués pendant les années 90 ont été anéantis. Nous sommes revenus au-dessus du niveau de 2003. Les Belges doivent être rassurés quand on parle de leur dette aujourd'hui. Je crois de leur dette et de leur déficit budgétaire, parce que là aussi, je crois que nous allons largement rester en dessous du seuil de 3%, comme nous l'avions promis. Pour maîtriser la dette, le gouvernement a vendu cet automne quelques bijoux de famille. Les 25% de participation de l'État dans BNP Paribas Fortis, il rapporte 3 milliards 250 millions. La Bad Bank de Fortis, elle rapporte 1 milliard. L'opération sur la dette du bâtiment du Berlaymont, 600 millions. Car réduire notre dette, c'est réduire les 10 milliards d'euros d'intérêts que nous payons chaque année. Et veuillez nous excuser pour ce petit problème d'infographie durant la diffusion de ce reportage. Un remboursement de 4,5 millions d'euros, c'est ce que réclame la région wallonne à la commune liégeoise de Dizon. La région estime en fait que certains marchés de travaux publics posent problème. La commune pourrait aller en justice pour obtenir gain de cause. Frédéric Matriche, David Muller. Inauguré en mai dernier, ce bâtiment abrite des magasins, une brasserie, un centre culturel et une télévision régionale. Un grand projet pour une petite commune. C'est pratique parce que c'est tout près de chez moi. Et c'est beaucoup plus beau pour Dizon, quoi. Beaucoup plus beau que ce chancre urbain. Une usine inoccupée et désaffectée durant 12 ans, après la fermeture de cette importante laiterie en 2001. Un projet immobilier vu comme une renaissance, financé par des fonds européens et régionaux. Le mois dernier, lorsqu'il reçoit ces deux factures, le bourgmestre ne sait pas s'il doit rire ou pleurer. Une habitation à payer, 2 fois 2 millions aidés à peu près, voilà. Soit le tiers du budget de la petite commune de Dizon. La région wallonne réclame la totalité du subside qu'elle a versé, 4 600 000 euros. C'est quelque chose complètement... C'est surréaliste, hein. Donc c'est même... ici, c'est pas croyable, quand même. L'inspection des finances estime qu'il y a eu irrégularité dans l'attribution de ce marché. L'ensemble des travaux a été scindé en 2 parties et ils ont été attribués dans un délai trop court. L'inspection des finances estime que pour ces 2 marchés, il aurait fallu se limiter à un seul marché global, ce qui n'est pas notre position. Parce qu'un seul marché plus important aurait peut-être intéressé d'autres sociétés de construction. Les travaux et le plan financier ont pourtant été, à l'époque, acceptés par les mêmes services de la région wallonne, qui réclament aujourd'hui cet argent. La commune de Dizon espère un règlement à l'amiable, sinon elle portera l'affaire en justice. Le ministre wallon des pouvoirs locaux, Paul Furlan, reviendra entre autres sur ce dossier demain dès 7h50 sur Bel RTL. Il est l'invité de Fabrice Grosfilet. Dans l'actualité internationale, il y a d'abord la tenue du sommet international sur la Syrie à Montreux en Suisse. Les grandes puissances tentent d'imposer un gouvernement de transition, mais se heurtent à l'intransigeance des représentants du président Bachar el-Assad. Christophe Giltet.
Climat tendu, dialogue de sourds. Ce soir, la conférence de Genève 2 laisse un goût amer aux observateurs. Pourtant, l'objectif était clairement défini. Il s'agit de rechercher un accord politique pour la Syrie concernant cette autorité de transition dotée des pleins pouvoirs exécutifs. Mais très vite, les oppositions se sont cristallisées sur le sort de Bachar el-Assad. Pour les Américains, pas question de le voir participer au processus. Bachar el-Assad ne prendra pas part au gouvernement de transition. Il est impossible, inimaginable que cet homme qui a mené une telle violence contre son propre peuple puisse conserver la légitimité pour gouverner. De son côté, la délégation syrienne a dénié à la communauté internationale toute légitimité pour désigner un pouvoir de transition, ajoutant des mots très durs à destination de l'opposition. Il y a dans cette salle des Syriens qui ont participé aux événements. Ils ont facilité, mis en œuvre les effusions de sang, et tout cela au détriment du peuple syrien qu'ils prétendent représenter. Prochaine étape, vendredi à Genève, quand les deux délégations syriennes se retrouveront autour de l'émissaire spécial de l'ONU, Lakhdar Brahimi. Jean-Pierre Martin est notre envoyé spécial à Montreux. Jean-Pierre, c'est un premier pas pour instaurer la paix en Syrie, du moins théoriquement, car sur le terrain, on n'attend pas de grands changements. Personne ne se fait d'illusions. La guerre ne s'est pas terminée aujourd'hui. Devant les caméras du monde entier, plus de 600 journalistes, en présence du secrétaire général de l'ONU, le régime syrien et l'opposition armée syrienne, tout du moins une partie de cette opposition, ont accepté de participer à cette conférence. Mais le plus dur reste à faire. Les vraies négociations commenceront seulement vendredi. Elles seront chapeautées par l'ONU, par les États-Unis et par la Russie. Elles seront longues et difficiles. Aucune des deux parties ne renonce à se faire la guerre. Les deux parties campent sur leur position. Alors, dans un premier temps, les diplomates vont sans doute essayer d'obtenir l'un ou l'autre cessez-le-feu pour permettre un accès humanitaire aux populations civiles. Ce serait déjà une lueur d'espoir. Jean-Pierre Martin depuis Montreux, merci à vous, vous qui avez rencontré le ministre des Affaires étrangères. Didier Reynders y emmène la délégation belge et pour lui, cette guerre en Syrie nous concerne tous. On l'écoute. Bien sûr que nous sommes concernés d'abord par un drame humain, mais aussi par les risques de contagion, les risques de débordement du conflit syrien dans la région et bien au-delà. C'est l'importance de la conférence aujourd'hui. Je l'ai dit depuis longtemps, je reste très pessimiste quand j'entends les propos du côté du régime syrien, mais on doit au moins saisir l'occasion, si possible d'arrêter les conflits, d'arrêter les combats, et puis d'aller vers une solution politique. Ici, avec vos collègues, avez-vous abordé la question de ces combattants européens, dont les 200 à 300 Belges qui sont partis se battre aux côtés des djihadistes? Oui, on l'aborde non seulement ici, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois dans l'Union européenne, au sein de l'OTAN. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de combattants étrangers, mais proportionnellement, nous en avons beaucoup en Belgique. Et donc ça nous préoccupe très fortement, ce qui fait qu'on essaie de les suivre individuellement. Quand on peut empêcher un départ, tant mieux, mais on doit aussi être très inquiet du retour éventuel. En Ukraine, la situation s'aggrave d'heure en heure. Les affrontements entre manifestants et forces anti-émeutes auraient fait 5 morts et de très nombreux blessés. Les forces de l'ordre appuyées par un blindé ont repris une partie du centre de Kiev. Des images commentées par Christophe Giltet. Une bataille rangée. Depuis ce matin, les forces anti-émeutes ukrainiennes ont lancé plusieurs assauts successifs contre les manifestants qui occupaient les abords du Parlement et du siège du gouvernement. Je suis venu ici parce qu'on me l'a demandé, par solidarité. Les opposants avaient dressé un véritable mur de pneus enflammés et lancé sur les forces de l'ordre des pierres et des cocktails Molotov. Mais ils n'ont pas pu arrêter ce qu'on appelle là-bas les Berkout, héritiers des forces de répression de l'Union soviétique. Autorisés à utiliser des balles en caoutchouc et des canons à eau malgré les températures de moins 10 degrés, ils ont repoussé avec une extrême violence les manifestants vers la place centrale de Kiev, occupée depuis 2 mois. D'après l'opposition, on déplore 5 morts et 300 blessés. Ils ont amené 2 corps. Ils étaient à peine vivants.
L'Union européenne a condamné ces violences en des termes très clairs. Nous déplorons dans les termes les plus forts possibles l'utilisation de la force et de la violence et nous appelons toutes les parties à s'abstenir immédiatement d'y recourir. Il faut qu'ils désamorcent cette situation. Le président ukrainien a reçu pendant 3 heures les chefs de l'opposition. Mais visiblement, il n'est rien sorti de cet entretien. Le processus compliqué qui se déroule actuellement en Ukraine est devenu un test pour la maturité de notre peuple, l'unité intérieure et la tolérance. Dans ce bras de fer entre pouvoir et opposition, c'est pour l'instant la force qui a le dernier mot.